Elle s'appelle Mera. Elle a 7 ans, elle est douce, brillante, et le cœur le plus tendre que j'ai jamais connu. Elle a ses yeux sombres et pensifs qui semblent absorber tout ce qui l'entoure, comme si elle gardait le monde pour plus tard. Ce samedi après-midi-là, je suis arrivé dans l'allée de ma belle-mère, déjà tendu par les souvenirs que cette maison évoquait toujours. C'était le genre d'endroit qui sentait le citron, l'eau de javel et le jugement, où chaque étagère était tapissée de sourires polis et poussiéreux. Je n'étais pas censé arriver en avance. Camille m'avait dit de leur laisser le temps de finir de déjeuner avant d'aller chercher Mera après sa soirée pyjama, mais j'avais une sensation de lourdeur au ventre. J'avais hâte. J'ai gravi les petites marches, chaque ruisseau du vieux bois me rappelant toutes les fois où je m'étais mordu la langue dans cet endroit. J'ai frappé une fois et je suis entré, car Lucinda insistait sur le fait que nous étions une famille et que nous n'avions pas besoin de cérémonie. Une odeur de trop cuit flottait dans l'air. Et puis je l'ai entendu, la petite voix de Mira, presque trop faible pour être captée, comme un oiseau effrayé dans les murs. Mon cœur a fait un bond. J'ai pénétré dans le salon et je me suis arrêté net. Mera était assise par terre, berçant son bras comme s'il était précieux et brisé. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, avec ce stoïcisme courageux et silencieux que les enfants adoptent lorsqu'ils apprennent qu'il est plus prudent de cacher leur douleur. En face d'elle se tenait Kazin, le neveu aîné de ma femme, les bras croisés comme s'il venait de gagner une partie. Il la dépassait d'une tête, tout encoudé avec une arrogance maladroite. J'ai vu une lueur de méchanceté dans ses yeux, quelque chose que j'avais ignoré jusque-là. Lucinda était assise dans son fauteuil préféré, celui avec la dentelle, anima cassée qu'elle avait crocheté elle-même, arborant ce sourire vitreux qu'elle réservait au moment où elle voulait que tout le monde fasse semblant que tout allait bien. Sa voix était douce comme du sirop quand elle parlait. Elle avait dû dire quelque chose. Elle gazouilla, je sursautai comme si j'étais tombé sur quelque chose. Les garçons privés s'en prennent à moi. Sa voix roulait les mots comme des billes dans sa bouche, douce et insouciante. Et puis sa sœur, chérie, toujours l'écho résonnait depuis son perchoir sur l'accoudoir du canapé. Elle doit s'excuser. C'est comme ça qu'on maintient la paix dans les familles. Elle le disait comme si c'était la parole d'évangile, comme si la seule façon de survivre dans une famille était de s'incliner devant les garçons et de laisser les bleus glisser. Mon sang se glaça. Je restai là une seconde, figé, à regarder Camille, ma femme. Elle était près du manteau de la cheminée, à moitié détournée, les yeux baissés, comme si elle avait étudié la même tâche sur le tapis pendant des heures. Son silence disait tout. Chaque fois qu'elle les laissait me repousser, chaque fois qu'elle me disait que j'exagérais. Quand j'ai vu comment il traitait Mera et qu'il y avait Mera, les yeux cherchant les miens comme si elle avait attendu les secours, sa lèvre inférieure tremblait. J'ai vu une petite larme se former, ses bras serrés autour d'elle comme une armure. Mon corps bougea avant mon cerveau. Je m'agenouillai près d'elle, sentant la chaleur de sa petite silhouette trembler tandis que je tendais la main pour lui relever doucement le menton. Et, murmurai-je d'une voix aussi douce que possible. Je vois. Elle tressaillit d'abord, puis acquiesça. Je retirai délicatement ses bras. Un bleu noircissait son avant-bras comme une accusation. Ma vision se brouilla. Je regardai Kazin, Lucinda, Camille. La pièce semblait trop petite pour la rage. Je sentis Lucinda tutate. Ce n'est pas si terrible, dit-elle en se penchant en avant avec un soupir, comme si c'était juste un autre désordre à nettoyer. Les garçons sont toujours les garçons. Elle avait probablement dit quelque chose pour le provoquer. Elle le disait comme un juge rendant un verdict définitif, comme si la douleur de ma fille était le prix à payer pour préserver l'harmonie familiale. Camille, dis-je d'une voix tremblante. Ma femme ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a juste pincé les lèvres et a haussé les épaules, le plus petit et le plus inutile que j'ai jamais vu. C'est là que je l'ai senti, un interrupteur, comme si quelque chose en moi s'était ouvert. J'ai regardé Mera et elle m'a regardé, et dans ce seul regard désespéré, j'ai vu toutes les fois où je les avais laissés me convaincre d'attendre, de faire des compromis, de me taire. Je lui ai souri, un vrai sourire, puis je l'ai prise dans mes bras. Son petit corps, léger comme une plume contre ma poitrine. Je l'ai senti agripper ma chemise, ses doigts comme de minuscules griffes, et j'ai su qu'elle s'accrochait à moi comme à une bouée de sauvetage, comme si elle espérait. Peut-être que quelqu'un la choisirait cette fois. Je ne leur ai pas dit un seul mot, ni à Lucinda avec son sourire vitreux. Ni à Chérie avec son jugement. Ni à Camille avec son silence. Je me suis juste retourné et j'ai porté Mera hors de cette maison comme un chevalier portant une princesse,
bien que je ne me sois jamais senti aussi peu héros de ma vie. Mes bottes résonnaient dans le couloir. À chaque pas, une promesse que je ne les laisserais jamais faire comme si de rien n'était. Je sentais leurs yeux dans mon dos, mais je ne me retournais pas. Je ne pouvais pas. Si je le faisais, je ne partirais peut-être jamais. Dehors, le soleil était trop brillant, le monde trop réel. J'ouvris la portière passager et installai Mera sur le siège, la bouclant de mes mains tremblantes. Son visage était strié de larmes, mais ses yeux. Mon Dieu, ses yeux étaient féroces. Elle me regardait comme si j'étais le seul à pouvoir arranger les choses. Je fermai la portière et me dirigeai vers le côté conducteur, chaque pas devenant plus lourd sous le poids de ce que je venais de faire. Mais je savais au fond de moi que je n'aurais rien pu faire d'autre. En démarrant la voiture, je la regardai dans le rétroviseur. Sa tête était penchée vers le bas, mais ses yeux trouvèrent les miens. Et je l'y vis, de la confiance, de l'espoir et peut-être juste un peu de peur. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait que je ne la laisserais pas derrière. Je tendis la main et la posai sur sa petite épaule. Elle se laissa aller à mon contact et, à cet instant, je sus que quitter cette maison n'était pas la fin de quoi que ce soit. Ce n'était que le début. Je ne dis rien sur le chemin du retour, Mera non plus. Elle était assise sur le siège passager, les genoux repliés comme si elle essayait de disparaître, le regard vague et vitreux. Je n'arrêtais pas de la regarder, le cœur serré à chaque kilomètre qui passait. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose, pour lui dire que tout irait bien, qu'on trouverait une solution. Je n'arrivais pas à retenir les mots. Que pouvais-je lui promettre quand, même moi, je ne savais pas par où commencer, le silence nous enveloppait comme un troisième passager, pesant et implacable. Je serrais le volant un peu trop fort, le cuir craquant sous mes mains, et me concentrais sur la route. Une fois dans l'allée, je garai la voiture et restai assis un instant à fixer le volant. La maison avait l'air d'avoir toujours été comme avant, une pelouse impeccable, un porche chaleureux avec une balustrade blanche que Camille avait exigée. Mais ce soir, c'était différent, comme une barrière à franchir. Je me suis tourné vers Mera, qui détachait déjà sa ceinture de sécurité, ses petits doigts tâtonnant avec la sangle. On est rentré, ai-je dit d'une voix trop rauque. Elle a fait un léger signe de tête. Je lui ai ouvert la porte et je l'ai regardé sortir en serrant son ours en peluche préféré. Elle l'avait apporté pour la soirée pyjama. La fourrure de l'ours était usée par des années d'amour, il lui manquait un œil, mais elle le tenait comme un bouclier à l'intérieur. J'ai essayé de rendre les choses normales. Je l'ai laissé choisir un film, un dessin animé qu'elle avait vu 100 fois. Et pendant qu'il jouait, je suis allé dans la cuisine lui préparer un chocolat chaud. Elle l'aimait avec 2 cuillères à soupe de sucre et un filet de crème fouettée, comme mon père me le préparait quand j'étais petite. Je me souvenais du sentiment de sécurité que je ressentais avec cette tasse chaude dans les mains, et j'espérais qu'elle ressentirait ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce sentiment. Quand je la lui apportai, elle était recroquevillée sur le canapé, l'ourson sous le menton. Ses yeux étaient rouges et elle paraissait toute petite. « Merci », murmura-t-elle d'une voix rauque comme du papier. « Bien sûr », dis-je. Je m'assis à côté d'elle et resserrai la couverture autour de ses épaules. Elle sirota son chocolat en silence. Les yeux rivés sur l'écran, mais je savais qu'elle ne regardait pas vraiment. Son esprit était encore dans cette maison qui sentait l'eau de Javel, signe de jugement. Après la fin du film, je la pris dans mes bras et la portai à l'étage. Elle avait 7 ans, mais à cet instant, elle se sentait aussi légère que le jour. Je l'avais sortie de l'hôpital, enveloppée dans une couverture rose, avec ce même regard plein d'espoir. Je lui fis couler un bain chaud, vérifiant la température à 3 reprises pour m'assurer qu'elle était parfaite. Je m'assis par terre pendant qu'elle prenait son bain, fredonnant une petite mélodie, une chanson que ma mère me chantait quand j'avais peur. Mera ne disait pas grand-chose, mais de temps en temps, son regard se posait sur le mien et je lui adressais un petit sourire pour lui faire savoir que j'étais toujours là. Lorsqu'elle sortit, je l'enveloppai dans une serviette moelleuse et lui séchai les cheveux délicatement, en faisant attention à son bras meurtri. Elle grimaça légèrement, mais ne se dégagea pas. Je l'aidai à enfiler son pyjama en coton doux orné de petites étoiles roses et la portai jusqu'à sa chambre. Ce soir-là, alors qu'elle se pelotonnait dans son lit, elle me regarda avec des yeux trop vieux pour 7 ans. « Je ne voulais pas faire d'histoire », murmura-t-elle d'une voix rauque. Je m'assis au bord de son lit et pris sa main, sentant combien elle était petite et fragile dans la mienne. « Non, ma chérie, dis-je, la gorge serrée. Tu n'as pas fait d'histoire. Tu m'as montré où se trouvent vraiment les ennuis.
J'écartai une mèche de cheveux de son front et l'embrassai sur la joue. Tu as bien fait, lui dis-je, même si je n'étais pas encore sûr qu'elle me croie. Je l'enveloppai dans la couverture et elle s'y blottit, son ours serré contre sa poitrine. Quand j'éteignis la lumière, je restai longtemps dans l'embrasure de la porte, écoutant sa respiration. Chaque montée et chaque descente me rappelait à quel point je l'avais déjà trahi en laissant ces gens entrer dans sa vie. Mais je ne la trahirai plus. Je me suis promis que, même si cela signifiait déchirer ma propre vie, je la protégerais d'eux. Je me dirigeai vers mon bureau et m'assis à mon bureau, la lumière de la petite lampe peignant tout en or. J'ouvris un nouveau carnet et commençai à écrire. Chaque détail, chaque conversation, le bleu, le silence, la façon dont Lucinda avait souri pendant que Mera pleurait. J'ai tout documenté, pas seulement le bleu, mais les schémas, la façon dont Lucinda ignorait toujours les larmes de Mira, la façon dont la voix de Camille devenait monotone et terne quand j'essayais d'en parler, la façon dont Camille m'avait dit de laisser tomber, de ne pas faire de scène. Plus j'écrivais, plus j'avais l'impression de tirer du poison de mes propres veines. Tout était là, sur la page, les preuves que j'avais ignorées pendant des années parce que j'étais trop préoccupé par le maintien de la famille. J'ai vu la toile dans laquelle j'étais piégé, les renvois, le gaslighting, le favoritisme. Tout cela ramenait à une seule chose, Mera laissée à leur merci, peu importe combien de fois j'avais essayé de la défendre auparavant. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. La façon dont elle m'avait regardé, serrant cet ours comme une bouée de sauvetage, avait réveillé quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Cette fois, je ne le laissais pas partir. Je serais le père dont elle avait besoin, même si cela signifiait être l'homme que Camille ne reconnaissait plus. Je fermai le carnet et fixai le plafond. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et de la respiration régulière de Mira au bout du couloir. Je repensai à la voix de Lucinda, si douce et si cruelle, disant à ma fille qu'elle devait s'excuser d'avoir été blessée. Mon estomac se noua. Je ne les laisserai pas lui faire ça à nouveau. Je ne les laisserai pas lui apprendre que survivre signifiait le silence. Pas sous ma surveillance, plus jamais. Je sentais le poids de la nuit peser sur moi, mais ce n'était plus un fardeau. C'était comme une mission, une promesse, un feu. Je les avais laissés étouffer trop de fois auparavant. Maintenant, ça brûlait fort et ardent en moi. Et je savais que je n'aurais de repos que lorsque Mera pourrait entrer dans cette maison et savoir que plus personne ne lui ferait de mal. Camille essayait de minimiser la situation, de la déformer. Ce n'était pas comme d'habitude. Elle était assise en face de moi à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café refroidi, le regard perdu dans tous les sens sauf sur moi. Elle dit, Kazan n'était qu'un enfant brutal, ce garçon est parfois maladroit. Ce miroir était sensible, sensible. Ce mot me fit l'effet d'une gifle. Je la fixai, me demandant comment elle pouvait être si calme, si habituée à éviter la vérité. Elle avait passé des années à excuser les pires comportements de sa famille, à atténuer les blessures par des platitudes et à rejeter la faute sur le plus petit, le plus silencieux d'entre nous. Miroir. Juste un malentendu, dit-elle d'une voix de cristal. Tu sais comment Kaz peut être. Il a toujours été plein d'énergie. Sa main trembla sur le bord du faux miroir. Elle prit une inspiration. Mera peut prendre les choses trop personnellement. C'est une gentille fille, mais elle a 7 ans. Je coupai la voix, sèche, plus énergique que prévu, mais je ne pouvais pas revenir en arrière et je ne le voulais pas. La pièce se figea. Elle me regarda comme si je venais de l'insulter dans une langue étrangère. Elle a 7 ans, Camille. Répétai-je, plus doucement maintenant, mais tout aussi ferme. C'est une enfant et tu me dis que c'est sa faute. Il l'a frappée, qu'elle devrait se calmer. La bouche de Camille s'agita silencieusement, ses lèvres formant des demi-mots, des excuses qui ne tombaient pas. Je l'ai vu alors, sa culpabilité, sa peur, tout cela mêlé à la même loyauté envers une famille qui ne lui avait jamais témoigné d'amour véritable. J'avais observé cette dynamique, tout mon mariage. Sa façon de se recroqueviller autour de sa mère, sa façon d'acquiescer quand Lucinda critiquait le côté dramatique de Mira. Sa façon d'étouffer les larmes de Mira dans la voiture sur le chemin du retour, murmurant que la famille signifiait pardon, qu'on ne faisait pas de vagues. J'ai repoussé la chaise et me suis levé. Je ne pouvais pas rester assis là, à la laisser essayer de minimiser ce qui s'était passé. J'ai déjà appelé Bina. Je le lui ai dit. Ses yeux s'écarquillèrent, le genre d'écarquillage qui disait qu'elle pensait que j'exagérais, que c'était moi qui faisais tout foirer,
mais ce n'était pas le cas. Cette fois, nous portons plainte, dis-je, en laissant chaque mot s'enfoncer comme un clou. Nous ne laisserons pas cela se retourner contre ton neveu. Elle haleta, le visage pâle. J'ai failli rire. Comme s'il était impensable qu'un enfant puisse être tenu responsable d'avoir blessé un autre enfant. Comme s'il était impensable que les adultes qui ont laissé faire ça puissent aussi être tenus responsables. Ça va tout détruire, dit-elle d'une voix tremblante. Tu veux vraiment ça? Tu veux vraiment déclencher une guerre, Camille, dis-je en essayant de garder ma voix calme mais sentant le tremblement dans ma poitrine. Je ne commence rien, je termine quelque chose qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Je m'appuyais sur la table, mes mains appuyées sur le bois usé, mes yeux rivés sur les siens. Je fais ce que tu aurais dû faire, protéger notre fille. Ses lèvres s'ouvrirent comme si elle voulait protester, mais aucun mot ne sortit. Elle me fixa simplement, les yeux remplis de larmes. Elle ne voulait pas que je voie. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle comprendrait peut-être. Mais ensuite, elle cligna des yeux et le masque se remit en place. Elle croisa les bras, la posture rigide. Et si je ne suis pas d'accord, demanda-t-elle d'un ton glacial, alors tu es tout aussi coupable, dis-je. Les mots fusèrent comme un coup de feu. Elle recula, mais je ne l'adoucis pas. Tu as laissé faire, Camille. Tu savais pour ce placard l'été dernier. Tu m'avais dit que ce n'était pas grave. Et maintenant, Mira est assise là, avec un bleu sur le bras, et tu me dis de laisser tomber. Ma voix se brisa, la colère et la douleur se mêlant à quelque chose de brut. J'en ai assez de laisser tomber. J'ai appelé Bina, je lui ai dit à notre avocate l'après-midi même. C'était une vieille amie de fac, dure comme fer et loyale jusqu'au bout. Elle m'avait dit un jour, en plaisantant à moitié, que je n'aurais jamais besoin de ses services parce que j'étais un type trop bien pour avoir des ennuis. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, j'ai presque pu entendre sa mâchoire se serrer à l'autre bout du fil. Envoyez-moi tout, a-t-elle dit, photos, déclarations, tout. Je m'en occupe et on ne les laissera pas se cacher derrière des excuses familiales. Sa confiance m'a ressaisi. J'ai pris des photos du bleu de Mira, noté l'heure et la date, et tapé une déclaration détaillée. Chaque mot, un pas de plus vers la justice. Ce soir-là, j'ai appelé la thérapeute scolaire de Mira, Mademoiselle de C. Elle avait toujours eu un faible pour Mira. Elle disait que c'était l'enfant la plus brillante qu'elle ait jamais rencontrée, avec un don pour deviner l'humeur des autres. Quand je lui ai parlé du bleu, sa voix était tendue mais calme. Elle dessine des choses sombres et inquiétantes depuis des semaines. Elle a dit, pour l'amour de mon cœur. Un placard sans poignée, un garçon au poing rouge, une femme riant d'un air absent. Salon, les détails s'accordaient trop bien et la bile me montait à la gorge. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Mademoiselle s'est dit d'une voix légèrement éraillée. Je vais tout documenter, on vous soutiendra. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord de mon lit, les yeux rivés au mur. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Camille s'était retirée dans la chambre d'amis. La porte s'était refermée. Je l'imaginais là, en train de pleurer, ou peut-être simplement en train de fixer le plafond, essayant de décider de quel côté elle était. Je voulais aller vers elle, la tirer vers moi, vers la femme que j'avais épousée, la femme qui avait autrefois tenu Mira dans ses bras et promis de la protéger. Mais cette femme avait appris à obéir au silence pour préserver la paix familiale. Je ne savais pas si elle pourrait le désapprendre. Je ne savais pas si je voulais qu'elle essaie. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le visage de Mira, si petit, si courageux. J'ai repensé aux nuits où j'étais resté éveillé, m'inquiétant qu'elle soit trop silencieuse, trop vigilante, trop désireuse de plaire. J'ai repensé à les fois où elle s'était cachée derrière le canapé quand la voix de Lucinda devenait aiguë, comme elle avait tressailli quand le rire de Chéri devenait méchant. J'ai pensé au placard, au dessin, au bleu. J'ai pensé à Camille qui restait là sans rien dire. Ma mâchoire s'est serrée. Cette fois, je ne reculais pas. Je ne les laissais pas la traiter de sensible ou de dramatique, ni aucun de ces autres mots qu'ils utilisaient pour minimiser sa douleur. J'avais passé trop d'années à être le silencieux, celui qui maintenait la paix, mais maintenant, j'étais le père qui se dresserait entre elle et tous les monstres de cette maison, même si les monstres portaient des perles et des sourires polis. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Bina. On avance, ai-je écrit. Mon doigt a plané un instant, puis j'ai ajouté, sans pitié. 2 jours après mon départ avec Mira, le premier appel est arrivé et j'ai su que tout allait changer. C'était un
Dimanche matin et j'étais assis sur le porche arrière avec une tasse de café refroidi, fixant l'herbe comme si elle allait. Donne-moi des réponses. Mera était à l'intérieur, en train de faire un puzzle, son ours en peluche à côté d'elle. Je l'entendais fredonner dans sa barbe, doucement, hésitante, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'être heureuse. Pourtant, mon téléphone a vibré, l'écran s'illuminant avec le nom de Lucinda. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que je tombe sur la messagerie. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses, pas après tout ce que j'avais documenté, chaque mensonge que j'avais mémorisé. Mais elle ne l'a pas laissé là. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Camille s'est allumé aussi. Une tonalité aiguë qui m'a fait sursauter. Camille était dans la cuisine, le visage tiré et pâle, les yeux cernés de rouge. De la nuit passée à pleurer ou à répéter des excuses, je ne savais pas trop. Elle a décroché le téléphone et j'ai vu son visage se crisper, sa bouche se réduire à une ligne dure. Elle a tenu le téléphone loin de son oreille comme s'il était chaud. La voix de Lucinda hurlait même à cette distance, elle dit que tu déchires la famille. Camille a murmuré, elle me dit, la voix tremblante. Elle dit que tu réagis de manière excessive. Mira a toujours été dramatique. Elle a arrêté de regarder, cherchant dans le mien quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose qui pourrait la calmer. Elle a dit, tu essaies de tout gâcher. J'avais envie de le lui dire. Peu m'importait que les mots de Lucinda ne signifient plus rien pour moi, mais une partie de moi ressentait encore le poids de maintenir Camille calme, d'essayer de maintenir notre mariage uni avec du ruban adhésif et des prières. Tu sais que ce n'est pas vrai, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Tu sais pourquoi on fait ça. Elle a fermé les yeux et hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Elle avait toujours été la fille de Lucinda, habituée à s'incliner et à sourire, mais maintenant, elle était prise entre deux feux et je ne l'enviais pas. J'aurais juste aimé qu'elle choisisse son camp. 1 heure plus tard, le deuxième appel est arrivé, cette fois du président de l'association de copropriété de Lucinda, un homme nommé Monsieur Crowley, trop occupé et enclin aux disputes de quartier. J'entends des nouvelles inquiétantes. Des choses, dit-il d'un ton faussement inquiet. À propos de vous et Mera, à propos de la police, tout va bien. Sa voix était douce et menaçante. Je ne lui dis rien, le remerciai de son inquiétude et raccrochai. Mais je savais que les ragots avaient commencé. Je savais que Lucinda n'avait pas perdu de temps à raconter sa propre version des faits. Elle se répandrait comme une traînée de poudre, déformant la vérité en quelque chose de méconnaissable. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire. Mais soudain, on frappa à la porte, un bruit lent et délibéré qui me déchira l'estomac. J'ouvris et trouvai une femme debout, un badge accroché à sa ceinture et un dossier à la main. Elle se présenta comme Madame Carter du bureau de l'enquêteur du droit de la famille. Son regard était bienveillant mais perçant, comme si elle avait vu trop de familles comme la mienne. Nous avons reçu un rapport, dit-elle d'un ton professionnel mais pas méchant. Nous devons vous poser quelques questions sur votre fille. Je l'invitai dans mon cœur, résonnant dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Elle s'assit je me suis assise sur le canapé, son carnet ouvert, et j'ai commencé par l'essentiel, nom, date, relation. J'ai répondu à chaque question avec précision, d'une voix assurée, même si mes poings étaient si serrés que mes jointures étaient blanches. Elle m'a interrogé sur le bleu, sur le comportement de Mira, sur la nuit où je l'avais ramenée chez moi. Je lui ai montré les photos que j'avais prises, les dessins que Mira avait faits, les croquis sombres d'une armoire sans poignée, un garçon au poing rouge, le sourire froid d'une femme. Elle les a étudiés en silence, son épingle flottant au-dessus de la page. Et la famille de votre femme, a-t-elle demandé. Finalement, pensez-vous qu'il représente un risque pour Mera? La question était comme un couteau. J'ai dégluti et hoché la tête. Oui, j'ai dit, absolument. Elle a pris note, ses yeux se sont levés vers les miens. Il faut qu'on parle à Mera, a-t-elle dit. Et votre femme? J'ai hésité. Camille était déjà si fragile, déchirée entre la loyauté envers sa mère et la réalité de ce qui s'était passé. Je veillerai à ce qu'elle soit disponible, ai-je dit, cependant. Je n'étais pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Mademoiselle Carter ferma son dossier et se leva, merci de votre coopération, dit-elle. Bon, tiens-moi au courant. Je l'ai vue sortir, l'esprit bouleversé par tout ce qui se passait. Je me retournai et vis Mera debout au bout du couloir, les yeux écarquillés. Elle ne posa aucune question, serrant simplement son ours contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Je m'agenouillai et ouvris les bras. Elle courut vers moi, enfouissant son visage dans mon épaule.
Cette nuit-là, les murs de la maison semblèrent se refermer sur nous. Camille était assise dans le salon, les yeux fixés sur ses mains. Je voyais la guerre intérieure entre la mère qu'elle voulait être et la fille qu'elle avait toujours été. « Ils vont me détester », dit-elle finalement d'une voix rauque. « Ils vont me traiter de traître. » Je secouai la tête. « Tu n'es pas une traîtresse, dis-je. Tu es une mère. Tu es sa mère et elle a besoin de toi plus qu'eux. » Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas si j'y arriverai, » a-t-elle murmuré. « Je ne sais pas comment. » Je voulais lui dire. Il ne s'agissait pas de savoir comment. Il s'agissait de choisir d'essayer, mais je n'avais pas la force de le dire. Je lui ai juste tenu la main et laissé le silence emplir l'espace entre nous. Dehors, le monde continuait de tourner. Lucinda tissait sa toile, me dépeignant comme le méchant, Mera comme la menteuse. Je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Chérie publiait ses citations passives et agressives en ligne, toutes sur le pardon et l'unité familiale, tandis que derrière l'écran, elle aiguisait ses couteaux. J'entendais presque les murmures, les jugements, les sourires aux lèvres fines, mais je m'en fichais. Plus maintenant, car dans cette maison, avec le dessin de ma fille étalé sur la table et les larmes de ma femme trempant le tapis, je savais où se trouvait la vérité. Et j'en avais assez de les laisser l'enfouir sous leurs mensonges polis. Quand j'ai bordé Mera dans son lit ce soir-là, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux cherchant les miens quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Papa » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Vont-ils m'en vouloir ?» Mon cœur se brisa. Je repoussai ses cheveux en arrière et l'embrassai. Sur le front. « Non, ma chérie, dis-je. Tu n'as rien fait de mal. Tu as dit la vérité, et c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. » Elle ferma les yeux, son petit corps se détendant contre l'oreiller. Je la regardai respirer, sa poitrine se soulevait et s'abaissait, et je fis une autre promesse silencieuse, quoi qu'il advienne, je me tiendrai entre elle et les monstres, même si ces monstres étaient ceux qui se considéraient comme ma famille. Le pire, ce n'était pas le bleu en lui-même, même s'il brûlait dans ma mémoire comme une marque fraîche chaque fois que je fermais les yeux. Ce n'était pas le silence dans la voiture ni la tasse de café froid que j'avais laissée intacte sur le comptoir de la cuisine ce matin-là. Non, le pire, c'est arrivé 2 nuits plus tard, quand Mera m'a enfin confié un secret qu'elle portait comme une pierre dans sa poitrine. Nous étions assises sur son lit, elle en pyjama, les cheveux encore humides du bain, l'air autour de nous chargé du péché du savon et du spectre de vieilles larmes. Elle serrait son ours contre elle, celui qu'elle avait appelé Monsieur Teddy, et son pouce frottait un patch usé sur son oreille, comme toujours. Quand elle essayait d'être courageuse. « Papa » dit-elle d'une voix si faible que je dus m'y pencher. « Je veux te dire quelque chose, mais je ne veux pas avoir d'ennui. » Mon cœur se serra et je lui pris la main, en prenant garde de ne pas la surprendre. J'avais appris que parfois, le réconfort pouvait venir d'une main calme, d'une présence assurée, et non d'un flot de questions. « Tu n'auras pas d'ennui, chérie » dis-je d'une voix calme mais ferme. « Quoi qu'il en soit, tu peux me le dire, toujours. » Elle hocha la tête, les yeux grands ouverts et sérieux, puis prit une inspiration tremblante. « C'est à propos du placard, » murmura-t-elle, les mots s'entrechoquant. J'eus l'estomac noué. Le placard, les dessins qu'elle avait faits à l'école, ceux que mademoiselle Dessay m'avait montrés, tous plus sombres les uns que les autres. J'essayais de reconstituer le tout, mais à l'entendre dire, c'était différent. C'était réel. « Et le placard » demandai-je d'une voix posée, même si mon pouce emballait. Elle pinça les lèvres, les larmes lui montant aux yeux. Je lui serrai doucement la main, attendant. J'avais appris ça avec Mera. On ne précipite pas la vérité, on la laisse venir d'elle-même. L'été dernier, dit-elle d'une voix tremblante, Kaz m'a enfermé à l'intérieur. Je n'ai rien fait, papa. Je jouais juste avec mes poupées. Il a dit que j'étais agaçante. Une larme coula sur sa joue. J'ai senti une colère blanche et brûlante m'envahir, mais je l'ai ravalée, me concentrant sur elle. Il m'a poussé à l'intérieur et a fermé la porte. Il faisait si noir, papa, que je ne pouvais pas sortir. Sa voix s'est brisée. J'ai frappé à la porte et j'ai crié. Mais Lucinda riait dans le salon. Elle n'est pas venue? J'ai fermé les yeux une seconde, l'imaginant. Ma petite fille seule dans le noir, son petit poing frappant à la porte, tandis que cette femme, la mère de ma femme, riait comme si tout cela n'était qu'un jeu. La rage montait si fort que j'ai cru que j'allais m'étouffer, mais je l'ai refoulée parce que Mera n'avait pas besoin de moi. La colère. Elle avait besoin de ma force.
combien de temps es-tu resté là-dedans, ai-je demandé à ma voix de cheval. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Longtemps. J'ai beaucoup pleuré. J'ai essayé de me taire pour qu'il me laisse sortir, mais il ne l'a pas fait. Il ne m'a laissé sortir que lorsque Lucinda a dit qu'il était l'heure du dîner. J'ai senti ma mâchoire se serrer si fort que j'en ai eu mal. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. La main de Mira était toujours dans la mienne, petite et chaude, et je me suis concentré sur elle. Tu l'as dit à maman, ai-je demandé. Finalement, je connaissais la réponse avant qu'elle ne la dise. Elle a hoché la tête, les yeux écarquillés et solennels. Elle a dit que ce n'était pas grave. Elle a dit, les garçons peuvent être méchants parfois et que je devrais être plus gentille. Pour qu'ils m'aiment. Ma poitrine se serra. Je la regardais et revis chaque fois que Camille avait balayé mes inquiétudes, chaque fois qu'elle m'avait dit de donner une chance à sa famille. Chaque fois qu'elle avait dit que j'imaginais des choses. Je suis désolé, dis-je d'une voix brisée. Je suis tellement désolé. Elle secoua la tête. Son petit sourcil se fronça. Ce n'est pas ta faute, papa, murmura-t-elle. Tu ne savais pas, je la pris alors dans mes bras, la serrant si fort. Je sentais son cœur battre contre ma poitrine. J'embrassai le sommet de sa tête, respirant le péché de son shampoing, et me fis une promesse silencieuse, je ne les laisserai plus jamais l'enfermer dans le noir. Quand je la lâchai enfin, elle se recroquevilla sur son oreiller, son ours serré contre sa poitrine, et je restai auprès d'elle jusqu'à ce que sa respiration se calme, jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle avait trouvé le sommeil. Je restai assise là, dans la pénombre, les ombres du couloir s'étendant sur le sol comme de vieilles cicatrices. Je repensais à Camille, comment elle s'était assise à cette table de cuisine et m'avait dit que c'était un malentendu, comment elle avait défendu Casin avec ce ton fatigué et expérimenté. J'ai repensé au sourire vitreux de Lucinda, à la façon dont elle avait repoussé les larmes de Mira d'un geste de la main, et j'ai réalisé que je ne combattais pas un garçon. Je combattais une culture, un héritage de silence transmis comme un héritage familial, poli et exposé à chaque dîner de fête. J'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau et j'ai rouvert mon carnet. J'ai noté tout ce que Mira m'avait dit, chaque mot, chaque détail. J'ai parlé du placard sans poignée, des rires du salon, du dîner qui avait suivi. J'ai écrit sur la façon dont Camille avait balayé tout ça, comment elle avait choisi de garder le morceau au lieu de protéger notre fille. L'épingle s'est enfoncée si fort dans la page qu'elle a failli la déchirer, mais je m'en fichais. J'avais besoin du témoignage, j'avais besoin de la preuve, car cette fois, personne ne la ferait taire, personne ne me ferait taire. Quand j'ai eu fini, j'ai refermé le carnet et je me suis adossé à ma chaise, les yeux rivés au plafond. La maison était silencieuse, le silence qui suit la tempête. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais que Lucindo riposterait, qu'elle inventerait des histoires, que la famille de Camille se rassemblerait et me traiterait de traître. Mais je m'en fichais, plus maintenant, car la vérité de Mira était plus grande que leurs mensonges et j'avais enfin trouvé la force de la défendre. J'ai éteint la lumière et je suis retourné dans sa chambre. Je suis resté sur le seuil et je l'ai regardé dormir, son visage doux et paisible, son ours blotti sous son menton. Elle paraissait si petite dans ce grand lit. Mais elle m'avait montré une force que j'ignorais qu'une enfant de 7 ans pouvait posséder. Et à cet instant, j'ai su que je ne me battais pas seulement pour elle. Je me battais pour toutes les filles à qui on avait dit de se taire, d'être petites, de regretter le mal qu'on leur avait fait. Je ne la laisserai plus jamais se rétracter, pas tant que je respirais encore. Au moment où Camille et je me suis retrouvés dans des pièces séparées, la maison ne se sentait même plus comme la nôtre. C'était comme un musée de souvenirs. Je ne pouvais pas faire confiance aux photos sur le mur de la remise des diplômes de la maternelle de Mira, le petit projet artistique collé au réfrigérateur. Même l'odeur du parfum de Camille dans le couloir ressemblait à un mensonge maintenant, un parfum qui appartenait à quelqu'un qui s'était tenu pendant que sa famille brisait la confiance de notre fille. Nous n'avions pas dormi dans le même lit pendant des jours, chacun de nous gravitant dans un coin différent de la maison comme deux étrangers vivant sous le même toit parce que le loyer était moins cher de cette façon. Une nuit, je l'ai trouvée assise dans la chambre d'Amy, la porte à moitié ouverte, la lumière du couloir inclinable sur son visage. Elle avait l'air si petite, penchée, avec ses coudes sur ses genoux, ses mains tremblantes. Je me suis tenu là un instant à la regarder dans la sombre à moitié, en me souvenant de toutes les fois où je rentrais tard à la maison et j'ai trouvé sa lecture sur le canapé, souriant comme si j'étais son endroit sûr. Maintenant, ce sourire avait disparu. L'endroit sûr avait été brûlé au sol. Quand je suis finalement entré à l'intérieur, elle n'a pas levé les yeux au début.
Vous n'avez même pas demandé comment je me sentais, a-t-elle dit, sa voix fragile comme du verre prêt à se briser. Cela m'a arrêté froid. J'avais passé si longtemps à me concentrer sur Mera, sur l'épreuve, sur la douleur. Je n'avais même pas pensé à demander comment Camille se tenait. Pour la défendre, et vous ne l'avez pas fait. Je pensais que je gardais la pièce, chuchota-t-elle. Je pensais que si je restais silencieux, ça disparaîtrait. Je me suis secoué la tête. Ça ne disparaît pas, Camille. Ça grandit, et maintenant il est devenu si grand qu'il se tient entre nous et notre fille. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas me faire du mal, mais je ne pouvais pas garder l'amour. Je ne pouvais pas garder à l'espoir. Sa voix calme et non-sens, comme toujours. Bras, au moment où Camille n'a pas intervenu pour l'arrêter. Quand j'ai dit à Camille, elle m'a regardé comme si je l'avais poignardée. Vous l'éloignez de moi, a-t-elle pleuré après avoir dit que je changerais. Sa voix était en lambeaux mais je ne pouvais pas me laisser influencer. Je ne l'emmène pas, dis-je, ma voix, calme mais inflexible. Je lui donne une chance de guérir. Je vous donne une chance de décider qui vous voulez être, car en ce moment, vous êtes coincé entre eux et elle, et ce n'est pas juste pour personne. Elle sanglota alors, ses épaules tremblant, son visage enfoui dans ses mains. Je voulais la tenir. Je voulais lui dire que nous le traversions, mais je ne pouvais pas. Pas quand Mera dépendait de moi pour être le parent qui n'a pas tressailli, pas quand j'étais le seul à avoir tracé la ligne dans le sable. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Mes bras traversaient ma poitrine comme un bouclier. Vous avez le choix, Camille, dis-je doucement. Vous pouvez vous tenir avec votre fille ou vous pouvez vous tenir avec l'héritage du silence dans lequel vous avez été élevé. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Elle me regarda alors les yeux, ses yeux rouges, ses lèvres tremblantes. Je ne sais pas si je peux choisir. Elle a chuchoté, c'est ma famille, ils sont tout ce que j'ai jamais connu. J'ai secoué la tête, mes propres larmes menaçant alors. Tu vas la perdre, dis-je, parce que je ne la laisserai pas grandir en pensant qu'elle ne vaut pas la peine de se battre. Les mots étaient suspendus dans l'air entre nous, une dernière phrase dans une conversation que nous avions depuis des années sans jamais le dire à haute voix. Je me suis retourné et je suis parti, ma poitrine serrée. Dans le couloir, je me suis penché contre le mur, le poids de tout ce qui me pressait. J'ai pensé à Mera dormant dans son lit, sa petite main serrant Monsieur Teddy comme une bouée de sauvetage. J'ai pensé à la promesse que je lui ai faite que je ne lui ai jamais laissé faire face au monstre seul. Et je le savais, même si cela me coûtait mon mariage, même si ça m'a coûté les dernières marches de la vie que j'avais construite, je devais tenir cette promesse parce qu'elle était à moi pour protéger et je l'avais déjà laissé tomber une fois. Plus jamais. Lucinda a lancé sa contre-attaque avec la précision d'un général qui planifiait depuis des années. J'aurais dû savoir que ça viendrait. Au moment où j'ai sorti Mera de cette maison, au moment où j'ai choisi de me battre pour elle, j'ai peint une cible sur le dos que Lucinda n'ignorerait jamais. Cela a commencé de petits commentaires sombres sur les réseaux sociaux, des ragots chuchotés aux portes de l'école, ses amis me donnant ces sourires sympathiques à lèvres minces qui n'étaient pas du tout de sympathie. Mais cela s'est intensifié rapidement. Elle a déposé une action en diffamation, me qualifiant de menteur et de manipulateur qui empoisonnait Mera contre sa propre famille. Elle m'a appelé un agresseur, un père contrôlant qui a kidnappé sa propre fille. Les mots m'ont rendu malade, mais je m'attendais à eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse tout cela deviendrait hors de contrôle. Lucinda connaissait des gens dans ce ville. Elle a vécu ici toute sa vie, s'est assise sur les comités, a organisé des déjeuners de charité, construit un réseau d'alliés qui devait ses faveurs ou craignait sa désapprobation. J'ai vu la façon dont les voisins ont tourné le dos quand je marchais miroir à l'école, la façon dont Madame Tally, qui nous a apporté des biscuits tous les Noëls, ne pouvait plus rencontrer mes yeux. Même la poignée de main du directeur se sentait plus froide. Mais je ne me souciais pas des voisins. Je me souciais de Mera, et chaque fois que je voyais ses yeux tressaillir lorsque nous sommes passés devant la maison de Lucinda, chaque fois qu'elle se rétrécit lorsque quelqu'un a mentionné le nom de son cousin, ma résolution ne faisait que se renforcer. Ce sur quoi Lucinda n'a pas compté, c'est Mademoiselle de C. Le thérapeute de Mira était une force de la nature. Calme, oui, mais tranchant comme une lame. Elle en avait vu assez dans sa ligne de travail pour savoir quand un enfant disait la vérité. Elle s'est avancée sans hésitation. J'ai observé une détresse comportementale importante à Mera, en particulier après le week-end chez sa grand-mère. Elle a écrit. Dans son rapport. Ses dessins et ses déclarations corroborent le préjudice psychologique qu'elle a subi.
Elle n'a pas haché des mots et j'aurais pu la serrer dans ses bras. Mais même cela ne suffisait pas à calmer Lucinda. Elle a doublé, répandant des rumeurs lors des réunions du PDA, disant à tout le monde que j'étais instable, que j'avais toujours été trop strict avec Mera, qu'elle avait toujours su que j'étais du genre à inventer les choses à l'attention. Et puis il y avait Monsieur Blight, le professeur de case. Il avait toujours semblé être le type pour éviter les conflits, mais quand je l'ai appelé et lui ai dit ce qui s'était passé, il m'a surpris. Je ne peux pas dire que je suis choqué. Il a dit sa voix basse et fatiguée. Kaz a du mal à contrôler l'agression vers ses camarades de classe féminine. Nous avons eu plusieurs incidents. Il a accepté de le mettre par écrit pour témoigner. S'il en arrivait, je l'ai remercié, me sentant comme si j'avais trouvé un allié inattendu dans les tranchées, car chaque fois que Lucinda ouvrait la bouche pour me salir, je savais qu'il y en avait d'autres qui avaient vu la vérité aussi. Mais le dernier clou dans son cercueil soigneusement construit est venu à un endroit inattendu, la caméra de porte d'un voisin. Les images étaient granuleuses, mais le son était aussi clair qu'une confession. On pouvait entendre Mera pleurer de l'autre côté de la maison de Lucinda, sa petite voix tremblant de peur. Et puis, tranchant comme un couteau, est venue cette voix froide et adulte, la voix de Lucinda, disant « s'excuser et arrête d'être dramatique ». La première fois que je l'ai entendue, mon estomac s'est tourné. Je l'ai joué encore et encore, à chaque fois, je ressens une fureur dont je ne savais pas que j'étais capable. C'était la preuve que j'attendais la vérité. Je me suis senti dans mes os mais je ne pouvais montrer personne jusqu'à maintenant. J'ai pris les images directement à Bina. Elle l'a regardé une fois. Son visage, impassible, puis se tourna vers moi avec un feu dans ses yeux. Cela change tout. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas parler de celle-ci. Elle l'a déposée comme preuve et j'ai ressenti un soulèvement de poids de ma poitrine. Pour la première fois depuis des semaines. Je me sentais peut-être, juste peut-être, la justice était possible. Mais Lucinda ne descendait pas tranquillement. Elle a appelé Camille, sanglotant dans le téléphone que je détruisais la famille, que j'avais manipulé Mera, que j'avais toujours trop contrôlé. Je pouvais entendre la voix de Camille de l'autre côté du mur alors qu'elle essayait de raisonner avec elle, ses paroles faibles et incertaines. Elle voulait toujours croire que sa mère pouvait changer, que ce n'était qu'un malentendu. Mais j'avais arrêté de croire à la rédemption de Lucinda il y a longtemps. Cette nuit-là, Camille est venue dans ma chambre son visage pâle et dessiné. « C'est ma mère, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Comment suis-je censé la couper ? Je l'ai regardée, cette femme que j'aimais depuis si longtemps, et j'ai vu l'enfant dans ses yeux, l'enfant qui avait appris que l'amour signifiait le silence, que le pardon signifiait durer tout ce qui vous était jeté. C'est ta mère, dis-je, ma voix stable, mais elle n'est pas le protecteur de Mira. C'est notre travail, et en ce moment c'est elle qui blesse notre fille. Vous devez choisir, Camille. Vous ne pouvez pas rester dans les deux mondes pour toujours. Elle pressa ses lèvres ensemble, des larmes remplissant ses yeux. Je ne sais pas si je le peux, a-t-elle chuchoté. J'ai tendu la main et lui a pris la main, mon pouce, en brossant l'arrière. Alors je vais nous défendre tous les deux, dis-je, parce que Mera a besoin de quelqu'un qui ne tressaillera pas. Les jours qui ont suivi ont été un flou des réunions juridiques, des séances de thérapeute et de la force tranquille de Mira. Chaque nuit, elle rampait dans son lit avec Monsieur Teddy serré à sa poitrine et chuchota, « Ai-je fait la bonne chose ?» Et chaque nuit, je lui ai dit, oui, que dire la vérité était la chose la plus courageuse qu'une fille pouvait faire, que j'étais fier d'elle, qu'elle était en sécurité maintenant. Lucinda a continué à se battre, mais les murs fermaient. Dans les voisins, les chuchotements sont devenus plus forts, mais cette fois, ils n'étaient pas en sa faveur. Certains d'entre eux se sont souvenus de voir des ecchymoses de Mira. Certains se souvenaient de la façon dont Lucinda avait toujours contrôlé toutes les conversations. Un par un, son web a commencé à s'effilocher et je réalisais quelque chose. Parfois, les monstres construisent leurs couches par politesse et fidélité à la famille, mais finalement la vérité rampe, et quand elle le fait, même les toiles les plus fortes ne peuvent pas la retenir. J'ai glissé Méror dans cette nuit et m'a embrassé le front. Elle me sourit, ses yeux endormis mais brillants. « Papa, dit-elle douce. Tu es mon héros, j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Non, chérie, je murmurai ma voix épaisse. Tu es le héros. Je suis juste l'homme qui a finalement appris à te défendre. Elle a fermé les yeux, son souffle de respiration alors qu'elle s'endormit. Et en la regardant, je savais que, peu importe combien de batailles Lucinda se battait, elle avait déjà perdu la guerre, parce que Mera n'était plus seule, et tout ce que je ne faisais pas de la salle blanc,
comme tous les autres bâtiments du gouvernement, je me suis mis au pied, mais aujourd'hui, ils ont l'air de briller avec une lumière bourdonnante inconfortable. Les fleurs, ses cheveux se sont retirés avec un barret solide. Elle avait l'air plus grandie que je ne voulais jamais qu'elle regarde. À travers l'allée, Lucinda était assise dans des perles et une robe grise qui coûte probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle leva la tête haute, ses lèvres pressées dans un sourire mince et contrôlé. Chérie était à côté d'elle, les bras croisés, les yeux pleins de mépris. Camille s'est assise dans la rangée derrière moi, un siège à part. Elle ressemblait à un fantôme de la femme que j'avais épousée, pâle, dessinée, ses yeux bordés de rouge. Je ne l'avais jamais vue si petite. Une partie de moi voulait revenir en arrière pour offrir un peu de réconfort, mais je ne pouvais pas. Pas maintenant, pas quand nous étions ici pour protéger Mera. Le juge, une femme sévère avec des cheveux gris en acier et des verres perchés sur le bout de son nez, a appelé la pièce à commander. Le bruit de son marteau se craqua dans les airs comme un coup de feu. Nous sommes ici pour déterminer la véracité des affirmations portées par Monsieur Ellis concernant la sécurité et le bien-être de sa fille, Mera Ellis. Sa voix était stable, mais le poids de chacun mot appuyait sur moi. Rena se pencha et chuchota, « Restez calme. C'est ta vérité pour dire. » Le procureur a d'abord appelé Mera. Mon cœur s'est serré. Elle se leva de son siège, ses petites mains glissant du mien, et se dirigeait vers le stand du témoin. Ses jambes tremblaient un peu mais elle a tendu son menton haut, tout comme nous avons pratiqué quand ils ont demandé si elle savait pourquoi elle était ici. Elle m'a regardé en premier, sa voix est stable. Parce que Daddy ne faisait pas de mal et que je ne savais plus. Fermé, mais je n'ai pas fait tomber les larmes. Mo. Courais vers elle pour la tenir, mais je devais la laisser finir. Je devais la laisser être entendue. Quand elle a fini, elle est revenue vers moi, son petit corps se repliant dans mes bras comme si elle retenait son souffle depuis des semaines. J'ai embrassé le haut de sa tête, respirant l'odeur de son shampoing, et chuchota, « Tu étais si courageux, ma chérie. » Elle s'est accrochée à moi comme si elle ne lâchait jamais. Mes mains tremblaient alors que je la tenais. Ensuite, Mademoiselle Dessay a pris position. Elle a parlé avec une certitude calme, exposant les preuves comme des briques dans un mur. Mera a montré des signes de traumatisme conformément à la négligence émotionnelle et aux dommages psychologiques, a-t-elle déclaré. Sa voix inébranlable, ses dessins, ses déclarations et son comportement indiquent tous un profond sentiment de peur et de méfiance envers la maison de sa grand-mère maternelle. Elle fit une pause, laissant-se péniblement. Elle est en sécurité avec son père. Elle a dit qu'elle guérissait. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais depuis des semaines. Mr. Blight a témoigné ensuite, parlant des problèmes d'agression de Kazan, comment il les avait vus de première main dans la classe. Il a du mal à contrôler son tempérament, a-t-il dit, en particulier envers les camarades de classe féminine. C'est un modèle. J'ai regardé le visage de Lucinda pâlir. Elle avait construit toute sa défense sur l'idée que Kazan n'était qu'un garçon étant un garçon. Mais voici un enseignant disant le contraire. Son avocat se déplaça dans son siège inconfortable. Puis Brina se tenait. Elle a levé la vidéo de la caméra de porte du voisin. Le juge a ajusté ses lunettes et a regardé le visage de Pierre tandis que les petits cris de Mira résonnaient dans la salle d'audience, se sont excusés et ont cessé d'être dramatiques. La voix de Lucinda siffla de l'écran. Le silence a ensuite été assourdissant. Le masque de Lucinda s'est effondré alors, ses yeux se précipitant dans la pièce comme un animal acculé. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais le juge leva une main. Madame Hamilton, dit-elle brusquement, vous aurez votre tour. Quand Lucinda a finalement pris la position, elle a essayé de faire tourner son histoire comment elle avait seulement essayé d'enseigner à Mera à être forte, comment parfois les enfants avaient besoin d'apprendre à la dure. Mais sa voix tremblait, ses yeux incapables de rencontrer quelqu'un. Je n'ai jamais voulu la blesser, a-t-elle dit. Les familles se battent parfois. L'expression du juge s'est durcie. Verrouiller un enfant dans un placard n'est pas un combat, a-t-elle dit froidement. C'est un abus. Les épaules de Lucinda s'affaissèrent, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant pour l'air. Quand c'était au tour de Camille, elle avait l'air de s'effondrer juste là dans le stand de témoins. Je les laisse blesser, chuchota-t-elle. Je pensais que je maintenais la paix. Mais je vois maintenant. Je vois maintenant que je le garderai silencieux. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne veux plus de paix si cela signifie silence, a-t-elle dit. Le juge hocha la tête, son regard se ramollit juste une fraction.
Merci, a-t-elle dit. Ce sera tout. Monsieur Ellis est suspendu jusqu'à ce que le gave ait exhalé la finalité et la salle les avocats et les travailleurs sociaux et les thérapeutes, mais lorsque la décision finale est tombée, c'était calme. Embrayant Monsieur Teddy et je m'étais assis dans le salon seul, le poids de la décision s'installant dans mes os comme une nouvelle gravité. Ce n'était pas que je voulais garder Mera de sa mère. Ce n'était jamais mon intention. Je ne pouvais tout simplement pas laisser cette maison la toucher à nouveau. Je ne pouvais pas laisser le rire de Lucinda et les points de Casin et toutes ces demi-mèches reculer dans nos vies comme un projet sous une porte verrouillée. Camille a déménagé une semaine plus tard, ses choses se sont emballées dans des boîtes en carton qui semblaient trop petites pour la valeur d'un mariage de souvenirs. Elle n'a pas dit grand-chose quand elle est partie, juste un calme. Je suis désolé que cela ressemblait à un écho dans une cathédrale. Je me tenais sur le porche en la regardant en voiture, les feux arrière disparaissant dans la brume du soir. La maison se sentait creuse, comme si elle s'était expirée et n'avait plus rien à donner. Mais ensuite, j'ai entendu les pas de Mira rembourrer les escaliers, sa petite forme se sobre dans le couloir. « Papa, dit-elle, sa voix hésitante, fragile. » Je me suis agenouillé et j'ai ouvert les bras, et elle les a rencontrés comme si elle attendait toute sa vie. À ce moment-là, je savais que j'avais fait le bon choix. Nous n'avons pas beaucoup parlé de la première nuit. Au lieu de cela, j'ai fait son dîner préféré, mac et fromage avec le haut croustillant et une pincée de chapelure, et nous nous sommes assis sur le canapé en regardant l'écran de télévision vacillant, la tête reposant sur mon épaule. Je l'ai senti la respiration lente, la tension fondre de son corps. Cela m'a alors frappé à quel point elle était vraiment jeune, à seulement 7 ans, et pourtant elle portait le fardeau du silence depuis plus longtemps que la plupart des adultes. J'ai lissé ses cheveux en arrière et j'ai chuchoté, « C'est sûr maintenant, ma chérie, tu es à la maison. » Le lendemain matin, je me suis réveillé pour la trouver debout dans la cuisine, ses pieds nus pressés dans la tuile froide, un morceau de papier dans sa main. « Papa, a-t-elle dit, me l'attendant. Pouvons-nous mettre cela sur le réfrigérateur ?» Je l'ai pris d'elle et ma gorge s'est resserrée. C'était un dessin, un arbre, grand et fort avec une canopée verte vif et des racines épaisses creusées dans la terre. À côté se trouvait une petite figure de bâton aux cheveux bruns, les bras tendus en dessous. Dans son écriture soignée mais bancale, elle avait écrit courageuse. J'ai cligné des yeux, en combattant les larmes. Bien sûr, nous pouvons, ai-je dit ma voix épaisse. J'ai attrapé un aimant et l'ai pressé jusqu'au réfrigérateur, juste à un niveau. Pourquoi as-tu dessiné ça, lui ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé avec ses yeux sages, trop vieux pour ses 7 ans. Parce que c'est ce que tu es, a-t-elle dit. Tu es mon courageux arbre. Je l'ai tirée dans mes bras et je l'ai tenue si fort que je pensais que je pourrais la briser, mais elle ne s'est pas cassée. Elle s'accrocha à moi, ses bras autour de mon cou, son petit corps tremblant avec quelque chose comme un soulagement. Je t'aime, papa, chuchota-t-elle. Je t'aime plus que tous les arbres du monde. J'ai embrassé ses cheveux et les chuchoté en arrière, et à ce moment-là, je ne me sentais pas comme l'homme qui avait perdu une femme. Je me sentais comme l'homme qui avait finalement trouvé son but. Nous avons commencé petit, construisant notre vie, une matinée tranquille à la fois. J'ai appris à tresser ses cheveux, même si j'avais toujours été tous des pouces avec quelque chose de délicat. Elle riait en tâtonnait, me disant que je m'améliorais chaque jour. Nous avons planté un vrai arbre dans l'arrière-cour, un chêne, grand et fier, tout comme celui qu'elle avait dessiné. Elle l'a nommé Brave, et chaque jour après l'école, elle s'épuise et la vérifiait, ses petits doigts brossant les nouvelles feuilles comme si elle les bénissait. Je la regardais depuis la fenêtre, mon cœur gonflant avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Camille a commencé à arriver plus souvent, mais seulement avec une supervision au début. Elle s'asseyait sur les marches du porche, lui faisant sonner les mains, ses yeux me dardant comme si elle avait peur de la renvoyer. « J'essaie, disait-elle, sa voix craquant. J'essaie d'être la mère dont elle a besoin. » Je l'ai cru, mais je ne lui faisais pas confiance, mais pas complètement. J'ai regardé chaque interaction, chaque mot, chaque touche. Mais Mera m'a surpris. Elle courait vers sa mère, la serre serrée, puis reviendrait vers moi et disait, « Papa, elle apprend. Nous devons l'aider. » Cela a brisé quelque chose en moi pour l'entendre parler avec tant de grâce, tant de pardon. Elle nous enseignait tous les deux. Nous avons commencé la thérapie ensemble, moi, Camille et Mera. La première session avait l'impression d'entrer dans un champ de mine. Camille était assise d'un côté de la pièce, ses mains se tordre sur ses genoux, tandis que je m'assis de l'autre, mes bras croisés,
mon cœur battant. Mera était assise entre nous, son petit visage s'est rendu au thérapeute, comme si elle était la seule dans la salle qui a vraiment compris ce qui était en jeu. Je veux que ma maman et mon papa soient gentils les uns avec les autres, dit-elle, sa voix tremblante mais claire, parce que je t'aime tous les deux et je ne veux pas avoir à choisir. Ma gorge se resserra et j'ai tendu la main, ma main brossant la main de Camille. Elle me regarda, les yeux pleins de larmes et j'ai hoché la tête. Nous allons comprendre cela. J'ai chuchoté pour elle, lentement, douloureusement. Nous avons commencé à parler du silence qui avait vécu dans notre mariage bien avant la naissance de Mera, de la façon dont la voix de Lucinda avait façonné la vision de Camille sur la famille, sur le chemin, je laisse mes propres craintes de confrontation me garder pendant trop longtemps. Nous avons creusé à travers les décombres ensemble, pièce par pièce, construisant quelque chose qui semblait fragile mais réel. Mera s'asseyait et écoutait, offrant parfois un mot ou deux qui ressemblait à une pure sagesse. « Papa, tu ne peux pas rendre maman bien tout de suite, disait-elle, sa voix solennelle. Vous devez la laisser essayer, et je souriais, même si mon cœur hachde, parce qu'elle avait raison. La guérison n'était pas instantanée. C'était 1 million de petits choix chaque jour. Un samedi matin après la thérapie, Camille est restée pour le petit déjeuner. Mera voulait des crêpes et je l'ai laissé aider à remuer la pâte, ses petites mains couvertes de farine. Camille regarda de la table, les yeux doux, un sourire sur ses lèvres que je n'avais pas vu depuis des années. « Tu es bon dans ce domaine, a-t-elle dit, sa voix pleine de quelque chose comme la crainte. J'ai haussé les épaules, retournant une crêpe. Elle le rend facile, ai-je dit. Mera sourit, ses joues en rose et tendit la main pour maculer la farine sur mon nez. J'ai ri, un vrai rire profond qui avait l'impression que cela venait d'une partie de moi que j'avais oublié existant. Camille s'est jointe à l'intérieur et pendant un instant, c'était comme si nous étions une famille à nouveau, pas l'ancienne famille avec ses secrets et ses silences, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Après le petit déjeuner, Mera a couru dehors pour vérifier Brave et Camille et je me tenais au lavabo à la vaisselle côte à côte. Le silence entre nous n'était pas lourd cette fois. C'était comme un espace où les mots pouvaient grandir. Merci, dit-elle enfin, sa voix petite, de m'avoir donné une chance d'essayer. Je l'ai regardée et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la femme que j'étais tombée amoureuse, la femme qui avait une fois dansé pieds nus dans la cuisine à minuit. Merci d'être venu, je l'ai dit pour vous. Elle hocha la tête, des larmes débordant dans ses yeux. Je vais continuer à essayer, chuchota-t-elle. Je veux être mieux. J'ai tendu la main et serré sa main une seule fois et elle s'est tenue comme si c'était la seule chose qui la gardait à flot. Cette nuit-là, après que Mera s'est endormie, avec Monsieur Teddy caché sous son bras, je me suis tenu à sa porte et je l'ai regardé respirer. Son visage était paisible, les ecchymoses s'estompant, l'obscurité s'éloignant. J'ai pensé à tout ce que nous avions survécu, l'éclairage à gaz, le silence, les ecchymoses qui n'auraient jamais dû l'être. J'ai pensé à la façon dont Mera avait trouvé sa voix, comment elle s'était tenue dans cette salle d'audience et avait dit la vérité au monde. J'ai pensé aux larmes de Camille, à ses excuses interrompues, à ses pas lents vers la rédemption. Et j'ai pensé à l'arbre dans l'arrière-cour, ses branches atteignant le ciel. Brave, tout comme elle, tout comme nous. Je suis allé dans mon propre lit et je me suis allongé là dans le noir, regardant le plafond, le poids des derniers mois en me pressant comme une seconde gravité, mais cette fois, cela ne m'a pas écrasé. Cela m'a rappelé que j'étais toujours debout, que nous étions encore debout. Mera m'avait donné le courage de me battre, et ce faisant, elle m'a appris que parfois l'amour signifie rompre le silence. Parfois, cela signifie planter un arbre dans la saleté et le regarder pousser même lorsque les tempêtes viennent, car l'amour ne concerne pas la paix à tout prix. Il s'agit de se lever même quand c'est difficile, même lorsque cela signifie perdre tout ce que vous pensiez avoir. J'ai fermé les yeux et j'ai dérivé un sourire calme sur mes lèvres parce que, pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, je savais exactement qui j'étais, un père qui avait appris à choisir sa fille à chaque fois. Un homme qui avait trouvé sa voie. Un homme qui est devenu sa maison. 2 jours peuvent tout changer. Il y a 2 jours, j'étais un homme silencieux dans une famille bruyante, le genre d'homme qui a essayé de maintenir la paix, même lorsque la paix n'était qu'un mensonge qui laissait des ecchymoses sur le bras d'un enfant. Il y a 2 jours, j'étais un mari qui avait sur la pointe des pieds dans les silences de ma femme, qui a essayé de comprendre les manipulations de sa mère, qui se sont penchés en arrière pour être le calme, le rationnel, l'homme qui croyait que l'amour concernait le pardon, peu importe le coût. Il y a 2 jours, j'étais le genre de père qui pensait qu'être patient et calme réparerait tout. Mais plus maintenant. Maintenant, je suis le père qui ne sera plus silencieux.
Ils lui ont dit de s'excuser d'avoir été blessé. Ils lui ont dit que c'était de sa faute. Ils lui ont dit qu'elle devait être la seule à réparer les pièces cassées qui n'étaient jamais à sien à réparer. Ils ont essayé de lui apprendre que le moyen le plus simple de survivre était de rester silencieux, de se faire petit, de sourire à travers les larmes. Et pendant trop longtemps, je les laisse. Je les laisse lui dire que garder la paix était plus important que de dire la vérité. Je les laisse lui apprendre que l'amour signifiait incliner la tête au lieu de le soulever haut. Je les laisse. Jusqu'à ce qu'elle me regarde dans cette salle d'audience, sa petite voix, forte et stable, et dit « Papa, ne m'a plus laissé être blessé et calme. » C'était le moment où j'ai réalisé que je devais enfin l'homme qu'elle avait besoin d'être. Elle m'a souri hier soir, m'a embrassé la joue et m'a dit « Merci de m'avoir vendu, papa. » Des mots simples, doux, mais ils m'ont frappé comme un coup de foudre, parce que je savais ce qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas dire le jour où je l'ai emmenée hors de cette maison, ses bras attachés autour de mon cou, la tête enfouie dans mon épaule. Elle voulait dire tous les jours depuis lors, chaque matin, je me suis présenté tous les soirs. Je l'avais glissé à chaque instant. J'avais choisi d'être son bouclier au lieu de son silence qu'elle voulait dire chaque fois que je me défendais alors qu'il aurait été plus facile de se retirer. J'ai dit, toujours, parce que lorsqu'une fille est blessée, l'homme qu'il aime le plus ne lui demande pas de s'incliner. Il lui apprend à se tenir debout. Il se tient avec elle, peu importe à quel point les voix contre sont fortes. Il se tient avec elle lorsque le monde essaie de lui dire qu'elle est trop petite, trop douce, trop de problèmes. Il se tient avec elle quand elle se sent seule. Il se tient avec elle parce que c'est ce que font les pères. C'est ce que je ne veux plus jamais qu'elle doute. Je sais maintenant que le silence est une trahison qui lui est propre, que laisser les autres définir la valeur de votre enfant est la même que de leur donner une arme chargée, cet amour n'est pas passif. C'est féroce, c'est bruyant, c'est la voix inébranlable qui dit, tu es assez, tu comprends. Tu ne seras jamais seul. Il y a 2 jours, j'étais l'homme qui les a laissés lui apprendre que le silence était plus sûr. Maintenant, je suis l'homme qui lui a appris qu'être blessé n'est jamais un crime, que dire la vérité est une victoire, que le pardon est un choix qu'elle n'a jamais à faire juste pour maintenir la paix. Ce soir, alors que je la regarde dormir, son visage se détend et sans tracas, je me rends compte que chaque combat en valait la peine, chaque nuit blanche, chaque confrontation, chaque larme, parce qu'elle est en sécurité, elle est vue, elle est forte et elle sait que son père se tiendra toujours.